En fait, à la OMQ, on était très actifs. Il y avait une super dynamique de personnes qui voulaient vraiment faire une différence pour le milieu de la musique. Mais à chaque fois qu'on faisait des mémoires, qu'on intervenait, on était quelques-uns à avoir un fort sentiment d'incomplétude. On ne parlait qu'au nom des organismes. On ne parlait pas pour tout le monde. Et donc, très vite, moi, je m'en étais fait un peu cheval de bataille. On va transformer la OMQ pour inclure tout le monde. Car la seule façon d'avoir un véritable impact, c'est de parler au nom de tous ceux qui la font. C'est vrai que le milieu s'est réuni un peu plus formellement à cette époque-là, avec ce désir de rassembler nos énergies, rassembler nos actions, puis avoir une force de frappe, évidemment. Les autres domaines des arts d'interprétation le faisaient, le théâtre, la danse et la musique, on regardait ça, puis bon, on était tous rendus là en même temps. Alors, c'est les débuts de la naissance du Conseil québécois de la musique, qui, lui, regroupait cette fois-ci non seulement des organismes musicaux, mais aussi des individus, des interprètes et des compositeurs qui se sont joints au Conseil un petit peu plus tard. Quand on se retrouvait autour d'une table avec tous les autres acteurs du milieu culturel, que ce soit avec le gouvernement ou avec... quand on voulait faire parler d'une voix unique pour tout le milieu des arts, la OMQ, on était un peu comme une association syndicale de patrons. Jusqu'à un certain point, on ne parlait pas pour tout le milieu. Alors, ça devenait très, très important d'avoir quelque chose qui parle au nom de tous. Ceci dit, une fois la transition faite, il y a des similitudes entre les deux conseils. Parce que dans la OMQ, il y avait beaucoup de petits organismes musicaux dont finalement c'était des musiciens, des directeurs artistiques qui les représentaient. Et il y avait aussi quelques plus grands organismes, donc des gestionnaires culturels. Et on retrouve ces mêmes personnes-là aujourd'hui sur le Conseil québécois de la musique. Ce qui a changé beaucoup, par contre, et ça, c'était formidable, c'est que le Conseil québécois de la musique est arrivé juste en temps pour la création du Conseil des arts et des lettres du Québec, ce qui est un moment important. Dans le fond, en 1994, le Québec décide d'apolitiser les subventions. Donc, ces programmes-là quittent le ministère pour se retrouver à la fois au Conseil des arts, la SODEC, et puis on change le portrait. Alors, cette apolitisation a duré quelques années, jusqu'à ce que le gouvernement à nouveau intervienne par-dessus la tête de ces conseils des arts. Et puis, là, je pense que le rôle du Conseil québécois de la musique a pris toute sa force. Il est devenu un peu, en quelque sorte, un partenaire de ces conseils des arts-là pour renforcer les revendications. Et puis, il y a eu des regroupements de conseils québécois, du théâtre, celui de la danse et puis des autres disciplines. Ça, je pense que c'était quelque chose de formidable dans l'évolution des moyens que se sont donnés les artistes en général. Moi, j'ai siégé en plus de ça pendant 9 ans au comité exécutif du Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, j'ai vu l'autre côté de la médaille et puis j'ai vu la qualité des interventions du Conseil québécois de la musique et j'ai trouvé ça formidable. J'étais vraiment fier de ce qui se brassait dans le milieu et puis, tant mieux. Dans le fond, c'était dirigé de main de maître. Je dois lever mon chapeau aussi à Anne-Marie Messier, qui a été la présidente de la transition, qui, avec une grande rigueur, a amené les gens à accepter l'idée qu'on devait être tous ensemble pour travailler à cette noble cause. Et j'ai trouvé ça absolument charmant de voir que le slogan pour l'année, c'était « 25 ans ensemble pour la musique ». C'était vrai à l'époque, ce l'est tout autant aujourd'hui. Ce n'est qu'en étant en groupe qu'on a une véritable voix qui porte. Et je pense que c'est ce que le CQM voulait faire et c'est ce qu'il continue de faire.